Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission JID Justice Démocratie. Amis téléspectateurs, toute démocratie dialogue. Le dialogue reste donc le leitmotiv de la société civilisée, donc démocratique. Une réalité d'autant plus importante que la classe politique guinéenne est actuellement en ébullition. Aujourd'hui, les yeux restent rivés sur l'appel, l'invite justement faite par le président de la République au chef de file de l'opposition. Quels pourraient être les enjeux de cette rencontre? Pour en parler, amis téléspectateurs, j'ai cru devoir recevoir ici même au plateau de la télévision nationale M. Alioune Condé. Il est député à l'Assemblée nationale, secrétaire général de l'UFDG, en même temps membre du Parlement africain. Avec lui, mesdames et messieurs, M. Alassane Makanera Kake, il est ministre de la Communication, membre du bureau politique national du RPG, le parti au pouvoir. Amis téléspectateurs, avec ces deux invités, nous allons tenter de cerner les contours de la problématique de la crise politique dans notre pays, la République de Guinée. Alors, très chers invités, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais commencer par ma droite. Monsieur Condé, il y a aujourd'hui que les yeux restent rivés sur Sékou Touré avec cette main tendue du président de la République. On parle de report ou de refus justement du chef de file de l'opposition dont vous représentez à ce plateau. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications par rapport justement à cette demande? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et comme vous le savez aussi, l'opposition étant plurielle, une fois la lettre reçue, le chef de file a consulté ses pairs et ensemble ils ont décidé qu'il fallait répondre à cette invitation. Pourquoi répondre à cette invitation? Parce que nous sommes en situation de crise et que la solution passe nécessairement par le dialogue, notamment avec le chef de l'État, pour qu'ensemble ils essayent de définir les lignes directrices pour nous permettre à notre pays de sortir finalement de cette crise qui n'a que trop duré. Donc nous avons marqué notre accord par un communiqué qui a été diffusé. Mais comme vous le saviez, le jour où la lettre est arrivée, c'était le mardi soir. Et ce mardi, nous étions en réunion de l'opposition républicaine. Et nous avions décidé, au cours de cette réunion, d'organiser des manifestations le jeudi et lundi à venir. Donc, le mardi, c'est la nuit que certains ont été informés, mais la consultation n'a pu être définie que le mercredi pour qu'on puisse lancer notre acceptation, confirmer l'acceptation. Ce qui s'est passé, si vous l'avez examiné, et là je prendrai la RTG à témoin par son journal télévisé du jeudi soir, c'est que contrairement aux autres appels à manifestation, cet appel est venu tard. Il n'y avait qu'un seul jour de préparation qui était le mercredi. Et ce mercredi, donc, avec la lettre qui avait été suffisamment, l'invitation qui avait été suffisamment diffusée par les médias, et tout le monde était au courant, a jeté un peu de doute dans les rangs de l'opposition, faut-il manifester ou pas. Et compte tenu du fait aussi que l'organisation n'a pas fonctionné comme d'habitude, donc si vous constatez, le jeudi matin, contrairement aux autres jours, la ville a été calme. Et la RTG, dans son émission du jeudi soir, l'a confirmé pour dire que pour une fois, vraiment l'axe était calme. Et le commandant Barry lui-même a été entendu. Il était à Nyariwada, qui était reconnu comme l'un des points les plus chauds. Lui-même se dit, on ne dirait pas que nous sommes à Nyariwada est calme. Donc ça a été une surprise parce que justement, compte tenu du fait que tout le mécanisme n'a pas été mis en branle, donc la journée... Donc à votre niveau même, il y avait le doute, est-ce qu'il fallait aller... Non, pas à notre niveau, mais je parle au niveau des manifestants, de nos militants et sympathisants. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de contrôle, mais il n'y a pas eu aussi une large publicité pour l'organisation de cette manifestation. Et ce qui s'est passé, c'est que si la journée, toute la matinée a été calme, ce que nous avons constaté par la suite, c'est que les forces de l'ordre, certainement n'ayant pas de clients sur la route, se sont déversés à l'intérieur des quartiers et ont commencé à replier. Il y a eu une répression qui ne dit pas son nom. Vous avez des gens qui étaient en train de fermer leur portail, qui reçoivent des balles, qui on tire sur le pied. Il y a eu des barricades peut-être dans la soirée? Non, alors est-ce que... j'en viens. Oui, je vous dis que tout était calme. Oui. C'est qu'après l'incursion dans les quartiers que les manifestations ont commencé. Et les manifestations ont commencé. Et ce que nous avons constaté, c'est que la journée du jeudi,
était particulièrement violente de la part de forces de l'ordre, ce qui n'était pas habitué, beaucoup plus violente que d'habitude. Ça, c'est au niveau de la population. Donc il y a une répression qui ne dit pas son nom. Et au niveau des leaders, contrairement au lundi qui avait suivi la manifestation, où les leaders avaient été confinés, cette fois-ci, on a renforcé encore le dispositif sécuritaire autour des domiciles des leaders. Si la première fois, les responsables des partis que nous sommes avaient accès au domicile de leurs leaders, cette fois-ci, ce ne fut pas le cas. Interdiction formelle à toute personne de rentrer dans le domicile des leaders. Interdiction formelle, et ce qui était nouveau aussi, interdiction formelle à toute personne étant dans les domiciles de sortie. Donc nous nous sommes présentés, moi personnellement, je me suis présenté aussi comme d'autres députés. On a expliqué, mais rien n'a été fait. Évidemment par la suite, puisque j'étais chargé d'une mission spéciale et que j'avais un certain dossier. Donc vous estimez tout simplement qu'il y a eu des altercations avec... J'en viens parce que c'est très important. C'est très important, oui. Parce que ça a eu une incidence sur le vendredi. Oui, c'est pour cela que je m'étends là-dessus pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc les leaders, les députés, le vice-président de l'Assemblée, tous arrivent, non. Et la première fois, il y avait un colonel qui avait dit, qui expliquait à ses gendarmes, écoutez, ce sont des députés, ils sont venus de l'impunité, vous les laissez passer, il n'y a pas de problème. Ça, c'était le lundi de la semaine dernière. Le lundi de la semaine dernière. Maintenant, mais le jeudi, le même colonel, ah non, aujourd'hui c'est différent. Les ordres de l'autre jour ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les ordres sont stricts, personne ne rentre, personne ne sort. Ça crée une frustration. Surtout au domicile du président, d'Alain, il y a eu des frustrations parce qu'à un moment donné, ils ont manqué d'eau. Ils ont envoyé quelqu'un pour sortir, pour aller chercher de l'eau et de la glace. Il arrive, on lui dit non, tu ne sors pas. Il dit mais c'est pas possible, il rentre pour dire à madame, non, personne, on ne m'a pas autorisé à sortir. D'accord, alors elle est essentielle. Donc elle revient, bon, vous comprenez, il y a eu ce blocage. Et le président lui-même est intervenu, rien n'a été fait. Donc la violence dans les quartiers autour des leaders. Et nous avons enregistré des blessés graves. Et nous avons enregistré un mort. Alors dans la soirée, vers 18h, compte tenu de tous les appels au secours que nous recevions, le président, il faut le dire, était vraiment perturbé et choqué par rapport à tout ce qui se passait. Il faut dire, je ne comprends pas qu'à la veille de ma rencontre avec le chef de l'État pour discuter des questions de la nation, qu'une répression aussi sévère s'abatte sur mes militants et sur nous les responsables. Je dis donc, je vais réexaminer ma position si je dois aller ou pas. Par la suite, il s'est dit, avec tout le monde, en échangeant avec les autres responsables, que vraiment il n'y avait plus la sérénité, le climat n'était pas apaisé, et compte tenu de cela, donc il a informé la présidence, je ne vais pas citer celui qui a été informé, le responsable de la présidence a été informé, comme quoi le président ne pouvait plus se rendre le vendredi auprès du chef de l'État, compte tenu du fait que la situation n'était pas sereine. Donc on a si je vous comprends, ce n'était pas un refus. C'était pas un refus. Vous avez demandé un report. Et il a expliqué qu'il souhaiterait qu'il y ait un report pour que lors de la rencontre avec le chef de l'État, que le climat soit plus serein et apaisé, pour qu'il puisse discuter en toute sérénité des questions graves de notre pays. Et pour lui donner beaucoup plus de chances de trouver des solutions consensuelles pour une sortie de crise. Et ceci a été formalisé par un courrier qui a été adressé au ministre du directeur de cabinet de la présidente, puis c'était lui qui avait signé la lettre d'invitation pour lui signifier que le président Sellou souhaitait le report de la rencontre au mardi à 1h de sa condamnation. Est-ce que vous avez reçu la réponse? Je sais que le courrier a été reçu, puisque comme on l'a dit dans le courrier, à 1h de leur convenance, il faudrait bien aussi que l'état-major de la présidence se retrouve dessus, parce que le courrier est arrivé hier soir. Donc il se retrouve pour essayer de discuter et savoir. Donc si je comprends... Donc la réponse, nous attendons la réponse jusqu'au moment où j'arrivais ici. La réponse n'était pas arrivée, mais peut-être qu'aujourd'hui, on nous a promis en tout cas une réponse qui devrait arriver. D'accord. Monsieur le ministre, alors vous avez suivi le président de la République dans le cadre des prérogatives à lui conférées même par le président de la République, parce qu'il est le garant de la cohésion sociale. Il a tendu la main à l'opposition et vous avez suivi justement les réactions de M. Condé la veille justement de cette rencontre. Il n'y a eu que des mesures de confinement et des mesures dites de répression, n'est-ce pas, qui se sont exacerbées. Et comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bon, moi, je voudrais d'abord sincèrement saluer la présence de mon grand frère dans ce débat,
puisque je crois qu'il n'y a pas meilleure manière de décrisper la situation que de débattre. C'est notre souhait, c'est notre volonté. Quitter la rue pour justement dans des cadres beaucoup plus appropriés. Donc, par rapport au report, ce que je regrette, c'est que à la veille de la rencontre, on a toujours maintenu la manifestation de rue. Alors que cette manifestation, si je comprends, elle n'avait pour objectif que de chercher à trouver la solution, à décrisper. Et nous avons tous, ce jour-là, espéré que cette rencontre pouvait aboutir à une solution qui sera plus ou moins acceptée par tous. En tout cas, c'est l'espoir formulé par c'est l'espoir formulé et par la mouvance présidentielle et par l'opposition, pourquoi pas par l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Donc je crois que le fait qu'on a maintenu la manifestation à la veille n'a pas été une bonne chose. Mais puisqu'on dit mieux vaut tard que jamais, je suis convaincu que la main tendue du président de la République reste demain. Vous avez entendu la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, Hadja Nantou Chérif, réitérer la même position, parce qu'au fond, ce n'est pas la première fois que nous avons des difficultés, nous avons des crises, mais nous avons réussi à les surmonter par le biais du dialogue. Et je suis convaincu cette fois-ci encore, nous allons trouver par le biais du dialogue la solution. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, le fond, nous voulons des élections libres, crédibles, apaisées. Comment aboutir à ça? Je crois que c'est la stratégie, les voies et les moyens pour aller vers ces élections. C'est ce que nous recherchons tous. C'est pourquoi, encore une fois, je demande à l'opposition républicaine de profiter de cette main tendue du chef de l'État qui, dans sa politique de gouvernance, a mis en priorité la réconciliation nationale, l'unité nationale, sans lesquelles on ne peut pas développer ce pays. Bien, il se trouve actuellement qu'il y a une crise, cela est constant, parce que, en fait, les populations sont apeurées avec tout ce que nous entendons ici et là. C'est des journées villes mortes, c'est des barricades, c'est des manifestations et contre-manifestations. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette situation dans le contexte actuel de l'évolution de notre démocratie, monsieur le ministre? Bon, je crois que c'est des situations très regrettables. Puisque, au fond, quand je prends aujourd'hui l'UFDG, qui est le principal parti de l'opposition guinéenne, qui revendique l'héritage de Doyen Bamamadou que j'ai connu, ce parti devait participer aujourd'hui à la consolidation de cette jeune démocratie. Vous pensez qu'il ne participe pas? Bon, il participe, mais avec la violence que nous voyons, avec les manifestations intempestives, cela ne consolide pas notre démocratie. Parce que Bamamadou s'est battu pour que ceux qui viennent après lui ne se battent pas de la même manière comme il l'a fait. Moi, j'ai eu la chance de faire 1 an de campagne avec lui et souvent dans la même voiture. Bon, est-ce que vous ne personnalisez pas un peu le débat? Non, je ne personnalise pas. Oui. Aujourd'hui, l'UFDG revendique un héritage politique qui n'est pas personnel à Bamamadou. C'est un idéal que nous avons partagé à un moment donné. L'idéal de Bamamadou, c'était de faire en sorte que la Guinée soit un pays démocratique, que le respect de la loi soit de rigueur. Est-ce qu'il y a un contraste, M. Aliou, par rapport justement à cet idéal? Oui, j'écoute. Non, le problème n'est pas une question d'idéal. Il faut mettre les pendules à l'heure. Ce qui est regrettable, c'est que de tous les pays de la sous-région qui ont eu à organiser des élections présidentielles, la Côte d'Ivoire sortie de guerre, le Niger, le Mali en situation sécuritaire, le Sénégal qui a fait ses élections 2 ans après nous, tous ont fini leur cycle électoral sans qu'il n'y ait d'appel à manifestation, sans que les oppositions n'aient eu à marcher ou à réclamer quoi que ce soit. Tout s'est bien passé. Quand je prends le cas du Sénégal, le président Macky Sall a organisé les élections municipales,
Par exemple, Dakar, il les a perdus et tout le monde a suivi. Et le Premier ministre d'alors, qui a été battu lors des élections même, a été remercié. Donc tout le monde l'a fait. Pourquoi en Guinée, pour organiser une seule élection, il faut que l'opposition se batte? Vous avez suivi ici, dans la première tranche du débat, après les élections présidentielles, l'opposition avait donné son accord pour organiser les élections législatives en mars 2011 à la communauté internationale. Et cet accord a été donné en novembre, avant même l'investiture du professeur, puisque la communauté internationale avait proposé, organisons les élections législatives maintenant dans la foulée, pour en finir avec ce processus, pour que les partenaires au développement accompagnent la Guinée dans son développement. Mais nous avons besoin de votre accord maintenant parce qu'on est en novembre. Nous rentrons dans la fin d'année en Europe pour que dès maintenant nous fassions les engagements pour que les crédits puissent être disponibles en début 2011 pour qu'on puisse organiser les élections. Malgré que nous avions perdu les élections, avec la CENI là, on nous a dit non, mais avec la même CENI, avec le même président de la CENI, avec le même fichier, avec le même opérateur. Nous avons hésité, mais finalement on a dit mieux vaut le faire, on va en finir. Quand on a posé la question, ils sont partis voir le président de la République, il dit attention, il y a un président élu, je ne veux plus en entendre parler. Le premier ambassadeur qui viendra m'en parler, il prendra l'avion et quittera la Guinée. Et quand après l'investiture, le président a demandé que le fichier qui était là n'était pas un fichier bon. D'ailleurs, l'ONU, vous connaissez tout ce débat, je ne vais pas rentrer dans le débat qu'on a eu. Le ministre sait, quand il faisait la campagne, il faut reprendre le recensement. Le premier qui était fait n'était pas bon, monsieur le ministre. On a même eu un débat sur une télévision, sur une radio à l'époque, sur ce sujet. On ne voulait plus du fichier qui avait fait l'élection présidentielle. Bon. On s'est mis dans un débat. Oui, mais là, nous sommes dans l'histoire, justement. Oui, mais cette histoire qui conditionne le présent. Oui. Parce qu'on nous dit que nous sommes violents. Je veux expliquer que selon les lois de la République qui étaient là, on ne les a pas appliquées. Il y a eu une fuite en avant. Nous avons fait plusieurs demandes, plusieurs démarches pour obtenir un dialogue, pour qu'on puisse savoir quel est le calendrier électoral de la Guinée. Donc il a fallu se battre 3 ans pour avoir les législatives. Depuis qu'on a fini les législatives, le 28 septembre, on est quelle date aujourd'hui? Je crois le 9, hein? Le 9 mai. 28 septembre 2013. Donc vous soupçonnez justement le pouvoir de mauvaise foi dans l'organisation, dans le respect de moi je vous dis ce qui est. Bon, par rapport à la question, monsieur de Villiers. C'est que tout le monde voit. Je voudrais dire à mon grand frère que c'est vrai que la Côte d'Ivoire a fini son cycle électoral. Mais seulement, si nous ne l'avons pas fait, c'est que nous n'avons pas voulu faire comme la Côte d'Ivoire. Vous savez, le Front patriotique ivoirien n'a pas participé. Et FPI aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'UFDG en Guinée. Le président de la République ne prendra pas cette responsabilité. Il veut des élections inclusives. C'est vrai que... En quoi justement cette correspondance? Parce que le FPI, c'était le principal parti d'opposition, le parti au pouvoir. Aujourd'hui, dans l'opposition ivoirienne, c'est ça. Maintenant, par rapport à l'organisation des élections, mon frère sait que le chapelet de revendication de l'opposition n'a pas varié depuis que le président de la République est au pouvoir. D'abord, avant que le président ne soit au pouvoir, là, le RPG était favorable à l'organisation des législatives avant la présidentielle. Là, vous pouvez demander parce qu'on était ensemble. C'est ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui qui avaient estimé qu'il fallait faire la présidentielle avant les législatives. Quand le président de la République a été installé, effectivement, il s'est posé un problème de fichier. C'est vrai qu'il y avait des problèmes, grand frère. C'est ce qui nous a amené, au lieu de 2 semaines, nous avons fait des mois entre 2 tours. C'est un record qui mérite de figurer dans le livre du Guinness. Entre 2 tours. C'est ce qui nous a amené, puisque notre objectif, c'est de faire en sorte, quand Paul vote pour Pierre, il faut que le vote là soit reporté pour Pierre. Nous avons dit qu'il fallait non seulement faire un fichier très propre, mais au-delà du fichier, permettre aux Guinéens d'avoir une carte d'identité, ce qui était une ambition très noble pour la population. Quand on connaît les moyens de la population, et le plus souvent, les gens n'ont pas de carte d'identité, ce qui entraîne des problèmes, même au niveau de vote. Parce que quand vous n'êtes pas identifié, c'est le président de district ou quelque chose
qui te donne une attestation, c'est moins fiable quand il s'agit de la carte d'identité. Mais dans sa compréhension, quand l'opposition a refusé, le président a accepté. Nous n'avons pas fait un nouveau fichier. Nous sommes allés aux législatives. Mais avant d'y arriver, il y a eu au moins, c'est à la 3e date qui a été fixée qu'on a tenu les législatives. On l'aurait eu 1 an seulement après l'élection du président de la République. Mais le chapelet 1, la suspension des activités de la CENI, le report de chronogramme, la recomposition de la CENI, voilà le chapelet de revendications. Et vous estimez que ces revendications ont été satisfaites? Mais aujourd'hui encore, on est dans le même cadre. Je vais vous donner un exemple. Quand Ben Sekou, le feu Ben Sekou, paix à son âme, est décédé, Luceni est devenu président de la CENI. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On dit que Luceni n'est pas bon, il faut le changer. Nous avons tout fait pour les faire comprendre que ce n'est pas l'individu qui est important, c'est l'institution. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire en sorte qu'on ait des lois, les garde-fous qui font que, même si tous les commissaires qui sont à la CENI soutiennent un parti, qui ne puisse pas lui donner même une seule voix. Nous n'avons pas été compris. On a laissé Luceni à part, on a fait venir Sangaré. Mais quand Sangaré a organisé les élections, l'élection présidentielle, on a dit ça aussi, ça a été truqué. Sangaré est reparti, Luceni est revenu, on a fait plus d'1 an sur un débat, il faut recomposer ou ne pas recomposer la CENI. C'est l'une des raisons qui a retardé la tenue des législatives. Il faut avoir le courage de le dire. Quand on est arrivé à la recomposition de la CENI, mais beaucoup de partis politiques de l'opposition n'ont pas envoyé que des responsables et des militants, ont envoyé la famille, beaux-frères, filles, sœurs, belles-sœurs. Mais nous revenons encore à la case de départ où on nous parle aujourd'hui encore de la recomposition de la CENI. Voilà des raisons qui ont fait qu'on a retardé. Et moi, et nous aujourd'hui, notre ambition c'est quoi? Hier, nous étions dans la transition. Aujourd'hui, la transition là est finie. Nous avons des institutions, nous avons des lois. La plupart des responsables de l'opposition sont des honorables députés. Je crois qu'il y a des lieux appropriés, ils ont les moyens pour influer sur les élections. Ils sont plus importants pour les élections que la CENI. Donc maintenant, là, je pense que le peuple de Guinée a une urgence. Non, attendez, il y a des choses à corriger quand même, s'il vous plaît. Oui, il y a des choses à corriger. C'est-à-dire que ce n'est pas le débat n'a jamais eu lieu autour d'une table. Nous avons fait des revendications et c'est à travers la presse qu'on s'est parlé. Les débats se faisaient, il sait, c'est autour des radios. Et c'est le grand problème. Nous avons toujours réclamé qu'on mette un cadre autour duquel nous pouvons discuter. Chaque fois que cela est, il va de soi, comme il y a des intelligences de tous les côtés, que rapidement on va se comprendre. C'est ce qui s'est passé en juillet 2014. Quand finalement on s'est retrouvé autour du ministre Sako, avant d'aller là, nous avons toujours notre chapelet de revendication. Pourquoi ce chapelet de revendication, monsieur le ministre? Parce qu'entre-temps, quand le pouvoir s'est installé, le 3 mars 2011, il y a eu le premier décret destituant la mairie de Kaloum, le Dixi de Rapoma, remplacé par des délégations spéciales, sans qu'un tribunal ne les ait jugés, ne les ait reconnus coupables et ne les ait condamnés. Parce que c'est ce que disait la loi. Cela n'a pas été le cas. On les a remplacés. Et parallèlement, tous les administrateurs locaux se sont mis à la tâche, notamment en Basse-Guinée, pour installer le RPG. Une fois, j'avais même enregistré une émission de la RPG. C'était à Tondon, lorsque le sous-préfet se vantait glorieusement devant monsieur le Premier ministre pour lui dire j'ai installé tant de bureaux de vote, pardon, pas de bureaux de vote, tant de bureaux de comité de base du RPG. Pendant que vous reculiez les élections, vous étiez en train de prendre le terrain. Aujourd'hui, si vous voulez, faites un peu le constat, monsieur le ministre. Toute l'administration centrale, c'est le RPG et ses amis. C'est normal, nous ne disons rien. Prenez l'administration décentralisée. Les gens se focalisent sur les maires. Il n'y a pas que les maires, monsieur le ministre. Il y a les conseillers. Vous avez 342 communes. Prenez une moyenne de 10, qui est faible, parce qu'il faut prendre une moyenne de 15 conseillers communaux. Vous multipliez par 342. Vous avez près de 4000 responsables.
tous de la même obédience. Ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est ça le problème, le partage du pouvoir. Où il y a les élus, ce qu'on devait partager à la proportionnelle, vous avez pris la totalité. Tout est de votre côté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous refusez qu'on se mette autour je finis. Oui. Quand on se met autour de la table, on évolue vite. Je reviendrai dans le débat sur le cas. Et je pense que justement, M. Condé, c'est cette occasion. Nous avons toujours réclamé le débat autour d'une table. Nous avons dit que nous ne voulons pas de la rue. La rue nous coûte cher. Monsieur Condé, je pense que maintenant cette occasion... Des handicapés à vie et financièrement, il faut s'occuper de tout ce monde. Bien, M. Condé, maintenant il se trouve que le pays veut amorcer, n'est-ce pas, ce processus de dialogue. Et vous-même, vous n'êtes pas opposé, si je comprends. Je veux juste vous dire une chose. Oui, allez-y. Ce que nous regrettons, c'est quand seulement il y a beaucoup de blessés, beaucoup de morts, que la situation est tendue, qu'on nous dise maintenant venons autour de la table. Pourquoi ne commencez pas par la table? Parce que notre demande était venons à la table. Oui, mais aujourd'hui, regardez l'atmosphère. Tout le monde demande de dialogue. Parce que tout le monde est fatigué des deux côtés. La communauté internationale est fatiguée, les nationaux sont fatigués, ça pèse, ça coûte cher au pays. Mais on aurait pu commencer par... D'accord, aujourd'hui vous êtes d'accord d'aller à la présidentielle d'octobre, en fait du 11 octobre, et vous êtes, mais vous demandez à ce qu'il y ait des législatives, plutôt des communales, avant la présidentielle. Est-ce que vous rencontrez un blocage à ce niveau? Absolument. Lequel? Absolument. Le problème qui s'est passé à ce niveau, c'est que toutes les discussions que nous avons eues, vous avez suivi, monsieur le ministre, qui disent qu'il n'y a jamais... Oui, mais est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui prévoit justement cette chronologie? Oui, oui. Il y a une disposition. Laquelle? La loi dit qu'à la fin du mandat, il faut organiser l'élection. Oui. C'est cette disposition. Donc, et dans tous les pays que vous prendrez, il y a un cycle électoral. C'est-à-dire le cycle électoral commence avec le président élu. Une fois que le président est élu, la CENI doit regarder les autres organes, quelle a été la date de leur élection, et regarder soit dans le code des collectivités pour les communes, soit pour regarder dans la Constitution ou dans le code électoral, quelle est la durée du mandat. Et savoir que tel mandat finit à telle date et organiser les élections. Maintenant, vous en voulez au pouvoir ou bien à la CENI? Parce qu'on dit que la CENI est une institution indépendante. Non, nous en voulons au pouvoir. Et pourquoi? À cause de l'article 37. Le 36, où il y a la prestation de serment du chef de l'État, où c'est dit qu'il jure de respecter la Constitution et de faire respecter les lois de la République, la Constitution et la loi de la République. Quand un organe, la CENI ne peut pas être indépendante au-dessus de tout le monde, au-dessus du président. Oui, mais est-ce que vous avez engagé une procédure judiciaire contre la CENI et que vous n'ayez pas eu un répondant? Vous savez, les procédures judiciaires... Non, justement, nous sommes dans la République. Je peux vous en citer... Non, justement, c'est là où le bas blesse. Vous-même, vous réclamez la mise en place d'un état de droit. Est-ce que vous avez, au lieu à la place de la rue, est-ce que vous avez engagé des procédures judiciaires au niveau, par exemple, de la Cour suprême, qui a une chambre constitutionnelle? Oui, justement, mais vous savez, la Cour suprême, chaque fois que nous sommes partis à la Cour suprême, elle nous a débuté de nous. Mais tout a commencé. Mais que cela ne tienne. De toutes les façons, alors pour votre information, de toutes les façons, la requête à la Cour suprême, je ne sais pas si elle est déposée, elle est faite. Pour votre information. Et ce sera à la Cour suprême et à la CEDEAO. Parce que tous les organes font partie. Je pense que ce que mon frère a dit, il a tout à fait raison. Moi, j'ai suivi le débat, mais on donne des compétences extraordinaires à la CENI. Elle n'a pas toutes ces compétences. C'est vrai, la périodicité des autres élections, c'est dans la Constitution. La date pour l'élection présidentielle est fixée par la Constitution, absolument. Donc l'acte que la CENI, par rapport au chronogramme, est légal par rapport à la Constitution. Par rapport à laquelle l'élection? C'est l'élection présidentielle. Absolument d'accord. Donc il ne peut pas avoir un recours par rapport à ça. Là où il y a le problème aujourd'hui, la question fondamentale, peut-on organiser les communales maintenant avant l'élection présidentielle? C'est là-bas où le bas blesse. Là n'est pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Le professeur Alpha Condé est investi pendant que ceux qui sont maintenant dans les communes, leur mandat était fini.
Et si on tient compte du fait que vous êtes élu à mon temps, vous m'appartenez, je vous apprends que c'est quand le président de l'UFDG était Premier ministre, en 2005, ces gens-là ont été élus, et dans les conditions que vous connaissez. Le président Conté a demandé 5 communes de Conakry, on l'a donné 99% de l'ensemble des communes. Et ce que nous avons changé aujourd'hui, ça ne dépasse pas une vingtaine. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, que la date, n'est-ce pas, de ces mairies, de ces communes, est échue? Mais je suis tout à fait d'accord, mais pas seulement les mairies. Oui, mais je parle de mairies, puisque c'est là où le point d'achoppement. Et pourquoi vous voulez vous accommoder justement à cette réalité? Non, on ne s'accommode pas. Alors, quelle disposition pratique prendre, puisque on est d'accord aujourd'hui qu'il y a eu une péremption, justement? Vous savez, la disposition pratique, c'est quoi? Nous avons fini la transition. Il y a eu beaucoup de violations des lois. Il n'y a pas que des élections. Il y a eu beaucoup d'autres choses. La transition étant finie, nous repartons sur les bases légales désormais. Nous voyons tout ce qui peut être fait dans la légalité, nous le faisons. Et si on peut faire autre chose sans empêcher la légalité de continuer normalement, nous faisons autre chose. Aujourd'hui, ce qui s'impose, c'est la validité du mandat du président de la République. Qui est en jeu. Qui est en jeu. Oui. Donc, tout ce que nous devons faire aujourd'hui, autour de la table, dialoguer avec eux, rechercher la solution, c'est de trouver une solution qui permettra, en tout cas, de respecter l'échéance du mandat du président de la République. Bien. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont d'accord sur le fait que l'élection présidentielle, n'est-ce pas, est bouclée, c'est la Constitution qui le prévoit. Mais alors, pourquoi la classe politique ne parvient-elle pas à se retrouver? Parce que j'estime que même l'opposition est d'accord et ne voudra pas qu'il y ait un vide, n'est-ce pas, constitutionnel au niveau du président de la République. Pourquoi ce dialogue réel? Bon, je pense que mon frère a dit une idée qui m'a beaucoup enchanté. C'est parce que nous avons des milliers de conseillers de l'administration centrale. C'est pourquoi ils exigent les élections communales avant la présidentielle. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, ce qui sous-tend, c'est qu'on veut des élections transparentes, crédibles. Quand Paul vote pour Pierre, que les voix de Paul là soient pour Pierre. Voilà des questions qu'on peut discuter autour de la table. La communauté internationale elle-même sera prête à nous accompagner pour mettre en pratique cette réalité pour que personne ne soit favorisé. Notre objectif, je vais vous dire, grand frère, le professeur Alpha Condé que vous voyez aujourd'hui là, il s'est battu plus de 40 ans pour la démocratie. Il l'a dit devant le micro ou hors micro qu'il ne va jamais effacer ça d'un revers de main. Peut-être beaucoup aujourd'hui sont venus, ils ont apprécié la vertu de la démocratie, mais c'est longtemps après le président de la République. Bien, alors moi je vais une seconde, une discussion. Aujourd'hui, en tenant compte par exemple des ravages de Ebola, en tenant compte également, n'est-ce pas, du fait que vous-même, vous niez la compétence, n'est-ce pas, de la CENI, parce que vous avez dit, vous avez eu beaucoup de difficultés avec la précédente élection. Est-ce que vous pensez que cette CENI est à même d'organiser en même temps la présidentielle annoncée, le 11 octobre, et les communales? Est-ce que vous pensez que cette... Non, je ne m'inscris pas dans cette dynamique. Je ne peux pas m'inscrire dans cette dynamique, il faut rétablir les faits. D'accord. Les dernières élections communales ont eu lieu le 18 décembre 2005. 2005. Fin de mandat, 17 décembre 2005. Donc depuis 10 ans, si je comprends, il n'y a pas... Suivez-moi bien. Oui. 17 décembre 2010, fin de mandat. N'oubliez pas que les élections présidentielles étaient pour juin 2010 et que si nous avions respecté les 2 semaines, en août, on aurait eu notre président de la République. Qu'à cela ne tienne. Mais le président a été investi le 22 décembre 2010. Donc l'expiration du mandat des communes, c'était 5 jours. 17 décembre 2010 au 22 décembre 2010. Parce que chaque fois, on présente la fin de mandat des communes comme si c'était sa date de Mathusalem. Non, il n'y a que 5 jours d'écart.
saisissez. Maintenant, une fois que le président entra, puisqu'on s'était entendu par le passé, dans le cadre des accords de Ouaga, d'organiser d'abord les élections nationales, il fallait ensuite passer au communal. Il a rappelé tout à l'heure que seul le président Alpha était pour les élections présidentielles, législatives d'abord. Non, je lui dirais que là, il a oublié. Il y avait un seul président de parti qui voulait les élections présidentielles. Et la majorité, RPG et UFDG, ils étaient tous pour les législatives après les présidentielles. C'est le problème du président de la transition qui a amené le changement par Ouaga pour nous imposer les présidentielles à tout le monde. Donc ça n'a pas été un choix. Ça, je voulais rectifier cela. Maintenant que nous avons mis du temps, lors du dialogue du 3 juillet, nous avons reconnu qu'il faut organiser les élections communales. Et vous avez suivi beaucoup de ministres pour dire qu'on n'en a jamais discuté. Et pour cette raison, j'ai pris ce document. Parce que beaucoup en entendent parler, mais ils ne connaissent pas le contenu. Je voudrais quand même présenter le contenu aux téléspectateurs pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Objet, communication de la conclusion du dialogue interguinéen sur l'organisation des élections municipales. Mesdames et messieurs, comme convenu lors du dialogue interguinéen, le Collège des facilitateurs a l'honneur de communiquer la conclusion suivante du dialogue relative à l'organisation des élections municipales qui a été évoquée pendant le dialogue. Les partis ont convenu de l'organisation des élections municipales avant la fin du premier trimestre 2014. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'assurance de notre parfaite considération, Bakary Fofana, Mohamed Saïd Fofana, François Lucénifal, Nantelin Chérif Konaté, Aboubakar Silla, représentant de la communauté internationale, OIF, Union européenne, PNUD, CEDEAO, France, États-Unis d'Amérique, le Collège des facilitateurs. Vous pouvez réagir face à ça? Le Collège des facilitateurs. Je voudrais savoir si vous voulez réagir. Oui, je veux réagir. Vous comprenez? Une seconde, oui. Non, je n'ai pas fini. Non, je veux savoir s'il confirme d'abord. Non, il ne confirmera pas. Ils ont déjà passé dans la radio pour ne pas confirmer. Mais vous ne savez pas ce que je vais dire. Allez-y. Mais laissez-moi finir. D'accord, il n'a qu'à finir. Laissez-moi finir. Aucun de ceux-là que je viens de dire n'a réagi avant pour dire que ce n'est pas vrai, que cette conclusion n'a pas été prise. Mieux, le ministre des Finances, suivant cette conclusion, a mis à la disposition des Finances un budget, la CENI un budget en 2014 pour l'organisation des élections communales. C'est pour ça que je vous ai amené ce document, intitulé Commission électorale nationale indépendante, CENI, note de présentation de l'avant-projet de budget 2015. Ils ont eu un budget en 2014 de 120 milliards pour l'organisation des élections, conformément à cet accord. Et regardez ce qu'ils disent devant. C'est très important parce que les gens ne sont pas au courant. Bon, moi je pense... je vous lis, attendez, parce que notre émission, c'est pour informer. Oui, c'est pour informer. Allez-y. Voilà ce que la CENI dit. Honorable député, si la Guinée doit organiser les élections communales et locales avant la présidentielle de 2015, et pour lesquelles, en termes d'opération, la CENI a déjà réalisé des activités essentielles, cela supposera que tous les moyens soient mis à sa disposition. Ainsi, une prise en charge dans la loi de finances 2015 par l'inscription d'un montant additionnel de 153 milliards. Ça, c'est l'inscription. Ce montant additionnel équivaut au disponible sur les crédits alloués aux élections communales et locales au titre de l'exercice 2014, qui est de 79 milliards 592 millions disponibles, et le crédit de 73 milliards. Oui. Ça, c'était en décembre 2014. Oui, d'accord. Donc la CENI était capable d'organiser les élections en avril ou mai 2015. Bien. Et c'est ça que je reviendrai après sur la suite. Bon, je vais dire à mon frère, mais il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il lit et ce que nous venons d'échanger. Mais pour les musulmans, ils savent, quand le Coran parle, on ne regarde plus le hadith. Quand vous comparez ce qu'il a proposé là, par rapport à la loi électorale ou la constitution, c'est comme la parole du marabout, la parole du prophète Mohammed et la parole de Dieu. Quand c'est déjà réglé dans la constitution, le problème ne se pose pas à ce niveau. Personne ne dit qu'on ne doit pas faire des élections communales. Tout le monde est d'accord. La question qui se pose, est-ce qu'il est aujourd'hui possible
de faire les élections communales sans rater la date de l'élection présidentielle? C'est la question essentielle. Qui se pose à la mouvance. Qui se pose partout, à nous tous, tous les acteurs politiques et même la communauté internationale qui nous accompagne. Bon, justement, moi, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Moi, je pense que si on devait rentrer dans ces péripéties, on ne va pas évoluer. Il y a un problème qui est urgent aujourd'hui. Quelle approche de solution on peut envisager par rapport à cette nouvelle donne? Parce que l'historicité de ce problème, on n'en finira pas, M. Condé. Oui, c'est juste pour alors que les populations aujourd'hui sont angoissées, leur objectif, ce n'est plus de comprendre qui a raison, qui a tort. Mais vous n'avez pas donné suffisamment de temps. D'accord. Mon grand frère a beaucoup parlé. Alors donc, allons continuer. Justement, une question d'équité. Allez-y, mon frère. Moi, j'ai une seule chose à développer après, et ce sera fini. Allez-y. Donc, qu'est-ce que je veux dire à mon grand frère? Quoi qu'il arrive, ce que j'ai commencé par dire, le président de la République a été investi, le mandat de ces communes-là était expiré. Que ce soit de 5 jours ou quoi, mais le mandat était expiré. Et puisque la transition commençait à partir d'un point, donc tous les autres points avant, il n'est pas comptable. Il n'est pas comptable de ce qui est. Bon, il est garant de fonctionnement normal. Vous êtes ministre, ne dites pas des choses comme ça. Non, quand je dis il n'est pas comptable du fait qu'on n'a pas tenu les élections à temps. Continuité de il n'est pas comptable de cela. Les élections communales. Oui, d'accord. Si les communes, on n'a pas tenu les élections communales à temps, il n'est pas comptable de cela. Qui est comptable? Mais ça, c'est ceux qui étaient au pouvoir. Ce n'est pas lui. Il n'était pas là quand le mandat expiré. Est-ce que vous comprenez? Les élections communales. 2010. C'est fini 5 jours. Et de 2010 jusqu'à leur élection à l'Assemblée nationale, on était dans la transition. Et vous avez, peut-être il a tout, puisque mon frère est très méticuleux, il a beaucoup écrit. Donc il doit l'avoir ici. On a tellement travaillé qu'on s'est mis à la place de tout le monde. La recomposition de la CENI, c'est nous qui avons décidé. C'était possible à l'époque, parce qu'il n'y avait pas l'Assemblée nationale. Parce que pour recomposer la CENI, c'est un débat qui devait se passer à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui devait voter la loi. Mais nous l'avons fait à la place de l'Assemblée. Nous avons fait beaucoup de choses. Mais si nous pensons que ce qu'on faisait pendant la transition, on doit continuer avec ça après la transition. Bon, là maintenant, monsieur le ministre, je vais revenir. Ce débat sur le qui est coupable ne va pas nous avancer. Nous avons, monsieur Condé, laissez-moi revenir. Non, je pense que cette problématique, on l'a beaucoup étayée. Je vais vous aider. Oui. Je vais vous aider. Oui. Juste une petite phrase pour dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire ce qui n'a pas marché. Oui. Quelles que soient les difficultés, les raisons pour lesquelles les élections municipales n'ont pas été organisées, quelles que soient ces raisons, il ne peut pas avoir une décision unilatérale de la CENI. Tout le problème est parti de là. Rassurez-vous, nous avons été invités à Kindia par la CENI pour venir discuter avec eux. Nous quittons Conakry à 6 h du matin. Nous arrivons à Kindia. Le président de la CENI, on ouvre la scène, le président de la CENI vient. Vous devez regarder vos archives. Son discours, je pense, 4 minutes au maximum. Dans ce discours de 4 minutes, monsieur le président de la CENI nous dit les élections communales, non, présidentielles, auront lieu le 11 octobre et les élections communales le 1er mars 2016. Il parle d'autre chose, il lève la séance. On suspend la séance, nous revenons, plus de président de la CENI. Oui, non, attendez, je vous explique, ça c'est important, parce que le problème est parti de là. Oui. Le problème est parti de là. Il s'en va, nous attendons pendant longtemps, il n'est pas là, les autres directeurs de la CENI développent leur programme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce qui n'a pas marché. Ce qu'il fallait faire et qu'il faut encore faire, c'est que toute la classe politique se retrouve. Nous avions pris l'engagement de faire les élections communales le premier trimestre 2014, nous n'avons pas pu le faire. Nous avons pris un second engagement de le faire en 2014, nous avons recruté un cabinet malien qui a travaillé, mais nous n'avons pas pu le faire. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu le faire. Qu'est-ce qu'on fait? La classe politique. Et là, les idées fusent de partout. On fait la synthèse, nous arrivons à un consensus. Oui, mais d'ici là... Mais nous ne pouvons pas accepter que la CENI qui n'a pas le mandat, parce que le fait de renvoyer à 2016,
Ça veut dire que la CENI a prorogé le mandat des élus locaux, entre guillemets, d'un an, parce qu'on était en mars. Donc une prolongation d'un an, la CENI n'a pas cette prérogative. Ce n'est pas dans la Constitution. Oui, même ce qu'on dit, donc aujourd'hui, si nous voulons sortir de crise... le pouvoir responsable, c'est-à-dire du comportement et de la CENI. Absolument. Et de tout le monde et de nous tous. Moi, je pense que si nous sommes dans la République, aujourd'hui, c'est ce que le président veut corriger. Il prend son étoffe de chef d'État. Ça ne va pas dans son pays. Les gens sont en train de mourir, sont en train de blesser, certains sont empêchés de faire ce qu'ils veulent. Il y a la violence, il y a ceci et cela. Il prend son manteau de chef d'État. Écoutez, venez, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre pays arrête cela et qu'on reprenne le chemin normal? Et c'est ce que l'on aurait dû faire depuis le début. Oui, et aujourd'hui, je pense qu'il faut le saluer. Et nous espérons que lorsque les deux vont se rencontrer, qu'ils vont nous dire, parce qu'ils ne vont pas pour négocier, c'est pour échanger, mais qu'ils vont nous dresser, comment dirais-je, nous faire des pistes de réflexion pour que, le plus rapidement possible, toutes les parties se retrouvent pour évaluer. C'est cette réunion qui doit décider à quand les élections. Oui, est-ce maintenant? Oui. Est-ce ensemble? Est-ce après? Oui. Mais cette décision appartient... D'ici là, il y a une question importante que l'opinion veut savoir. Est-ce que vous promettez d'arrêter les manifestations? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a une psychose dans la cité. Oui, mais pourquoi il y a manifestation? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Oui, mais puisqu'il y a une main tendue, est-ce que... Je vous dis, il y a manifestation. On a dit, l'opposition a dit ceci, qu'elle n'a que 3 solutions. Quand elle n'est pas écoutée, quand elle demande le dialogue, première solution, qu'elle privilégie, qui est la meilleure, qu'elle préfère, se mettre autour de la table de discussion. Si cela ne marche pas, elle parle à la communauté internationale pour demander de faire l'intermédiation entre nous deux. Si cela ne marche pas, on utilise la 3e solution qui est celui de manifester notre méthode. Et pour moi, vous avez raté la solution essentielle. Et maintenant, la solution primaire devait être, si ça ne marche pas, nous sommes dans un état de droit, vous engagez une procédure judiciaire. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Ouais, justement, elles ne fonctionnent peut-être pas. Quand ces institutions-là... Oui, mais quand même, il faut essayer. Parce que... ne fonctionnent pas. Mais on a essayé. Alors, la Cour moi, suprême vraiment, ne fonctionne je crois que la démarche de mon frère, ne fonctionne pas. Je la salue. Parce que c'est une démarche constructive, puisqu'il est d'accord que c'est par le biais du dialogue qu'on peut décrypter la situation politique. Mais il y a un seul point sur lequel moi je ne suis pas d'accord, c'est le fait de dire c'est de là-bas on va fixer la date de l'élection présidentielle. Ça nous ramène encore dans la transition. Je voudrais très respectueusement, grand frère, que pour une fois après la transition terminée, qu'on dise qu'on respecte les lois du pays. C'est ce qui fait de nous un pays démocratique. Mais si à chaque fois, nous devons nous retrouver pour discuter et modifier la Constitution comme nous voulons, donc ce n'est pas la peine de faire une Constitution. Parce que la Constitution, c'est le garde-fou pour nous. La loi, elle est impersonnelle. Elle frappe même le législateur, même celui qui a initié la loi. Donc il faudrait qu'on accepte quand même d'évoluer en fonction des textes de la République. Maintenant, il y a beaucoup de mesures d'accompagnement. Moi, je suis convaincu que vous êtes de bonne foi. Elaï Seloudal Diallo est de bonne foi. Votre problème, vous estimez que par le passé, la manière dont on avait l'habitude d'organiser les élections, c'est de la même manière cette fois-ci. Nous vous garantissons que ça, c'est le passé. Vous parlez de quel... C'est-à-dire, vous savez, l'élection présidentielle avant, à leur temps. Ah, d'accord. À leur temps. Oui, à votre temps, on avait le résultat. Les ministres actuels qui sont avec vous, qui étaient ministres des anciens gouvernements, eux, quand vous leur parlez, vous leur dites quoi? On avait le résultat pendant que le dépouillement n'a pas terminé. Ceux qui sont à la présidence actuellement, quand vous leur parlez... Attendez, oui. C'est très important, il ne me comprend pas bien. Oui. Non, je vous comprends très bien. Il ne me comprend pas bien. Nous n'allons pas, autour du dialogue, fixer une date pour les élections. Ah, bien, merci. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait. La loi, d'harmoniser les idées. Nous sommes d'accord pour la loi. Mais pourquoi on se retrouve? C'est quand la loi n'est pas applicable. C'était quoi la loi? Le mandat fini, il doit être renouvelé immédiatement. Donc fini le 17 décembre 2010, il fallait organiser immédiatement les élections communales. En tout cas dans la foulée. Puisque cela n'a pas été, aujourd'hui on a 4 ans. Depuis 4 ans, on n'a pas appliqué la loi. Forcément, il faut se retrouver pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est de cela qu'il s'agit. C'est que la loi a réglé. A priori, on n'en parle pas. Je dis a priori.
On parle de ce que la loi ne peut plus régler parce que les délais sont largement dépassés. Puisque, comme je vous l'ai dit avec ce document, tout prouvait que la CENI était capable de faire les élections. Et qu'il y a eu une inversion à un moment donné. Et mieux que l'opposition avait produit une déclaration le 6 mars pour dire « Attention, nous avons appris que la CENI veut intervertir le chronogramme, l'ordre des élections. Nous ne serons pas d'accord. » Et malheureusement, le 10, la CENI l'a dit. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous gagnerons tous. Puisque nous sommes dans cette dynamique, est-ce que vous pouvez nous rassurer ici que les manifestations d'ici là vont s'arrêter, le temps pour vous de discuter avec beaucoup de sérénité. Mais vous parlez à un opposant qui n'est même pas là, qui n'est même pas président de son parti. Vous l'avez dit ici, en expliquant le pourquoi de votre demande de report. Vous avez dit que le président... Vous voulez une décision de l'opposition. Non, ce n'est pas une décision. Non, ce n'est pas une décision. Non, vous avez explicité ici, à l'entame de votre intervention, vous avez dit que le chef de file d'opposition a demandé à ce qu'il y ait des débats dans un contexte de sérénité. Est-ce que, et puisque vous êtes d'accord d'aller à ces débats, est-ce que d'ici là, vous rassurez tout le monde? L'opposition républicaine va se retrouver, comme d'habitude. Il va analyser et discuter de la question. Mais j'estime qu'avant de décrire... Oui, mais avant d'envoyer cette lettre-réponse, vous avez dû vous concerter. Nous avons notre mode de fonctionnement. Ah, d'accord. Mais je veux connaître ce mode. Non, la première des choses, le plus important, était d'abord de couper court à toutes les rumeurs et à toutes les supputations et à tous les commentaires désobligeants par rapport à la non-présence de l'AGC le vendredi. Donc il fallait faire comprendre. Il avait parlé avec un ministre de la présidence pour expliquer qu'il s'agit de report, mais comme l'opinion n'était pas informée de cela, il fallait vite le formaliser et que le communiqué de l'UFDG informe les gens qu'il s'agit d'un report et non d'une annulation. Bien, évidemment, c'est le genre de décision qui peut se prendre sur la base d'une consultation avec ses pairs. Maintenant, les décisions qui sont prises par les plénières de l'opposition, il faut que ce soit une plénière de l'opposition qui se réunisse. On est très démocrate là-bas. Hein. Je ne suis pas comme mon frère là. On est des démocrates à l'opposition. Donc, voilà. D'ici là, nous sommes un peu pris par le temps, monsieur le ministre. Alors, je voudrais savoir par rapport... je me rends compte que et l'opposition et la mouvance sont d'accord qu'il faut aller au dialogue pour décrisper la situation. Et heureusement que le président de la République, justement, tend cette main, ouvre cette perspective. Alors d'ici là, quelles sont les possibilités pour vous de décrispation de la situation qu'on peut, n'est-ce pas, donner à l'opinion qui nous suit en ce moment? Oui, moi je dirais à mon frère que nous allons changer de place, la mouvance et l'opposition, puisqu'ils se sont accaparés de tous les postes électifs, la totalité. N'oubliez pas qu'en République de Guinée, nous sommes que 49 l'opposition élue. Sur tout ce que vous voyez de responsables dans tout l'État guinéen, on n'a que 49. Donc maintenant, je vais leur demander gentiment, puisqu'ils ne veulent pas organiser les élections communales, nous allons échanger. L'opposition va nommer tous les maires et conseillers communaux sur toute l'étendue de la République, comme c'est eux qui le font. Et ils ont pris ça pendant 4 ans. Maintenant, on va faire des délégations spéciales. Nous aussi, nous allons nommer tous les maires et les conseillers communaux pendant cette période. Et on va aller aux élections. Comme ils disent que personne ne va tricher, on va aller à... Voilà, mon dernier mot, monsieur le... Voilà la proposition, monsieur le ministre. Mon dernier mot à votre endroit, monsieur Condé, il y a quand même que la Constitution vous confère le pouvoir, n'est-ce pas, d'éduquer les militants. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une violence politique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport à cette question de préoccupation nationale avant de donner la... Absolument. Cette question, elle interpelle tout le monde. C'est-à-dire que le cas de la Guinée, je ne dirais pas que c'est désespérant, mais il faudrait qu'on arrête ce désespoir. Nous avons passé 5 ans à nous battre pour l'organisation des élections. Un parti politique de l'opposition, maintenir ses troupes en éveil pendant 5 ans, je vous dis que ce n'est pas donné. Normalement, la période électorale est connue. Quelques mois avant la période électorale, c'est le rappel des troupes. On s'organise, on fait nos réunions, on s'organise pour aller. Après les élections, ceux qui sont élus vont s'occuper de leur travail. Après, c'est terminé. Mais ici, pendant tout le temps, on n'a pas fait. Donc, dans un système de ce genre, vous avez très peu de temps pour la formation et l'éducation, pour l'encadrement. Mais on le fait autour des assemblées générales. On lance les messages autour des réunions. J'imagine que mais vous savez, oui, bien sûr. Mais vous savez que dans une situation délétère d'insécurité qui s'est généralisée, qui n'est pas dû simplement du fait du politique, mais aujourd'hui, je dis de fait,
qu'en Guinée, qu'il n'y ait pas eu cette cohésion, du fait qu'il y a eu ce déchirement du tissu social, du fait qu'aujourd'hui, pour une manifestation politique, on commence à avoir des effets pervers, où vous avez maintenant des contre-manifestants qui disent qu'ils viennent contrer les autres, vous voyez, donc on monte d'un cran. Et c'est pour cette raison qu'il faut aller vite autour de la table pour qu'on se parle et que mes frères ne s'agrippent pas sur leur position et sur les privilèges qu'ils ont déjà, qu'ils doivent savoir que le pouvoir, ça se partage. Pour qu'il y ait la paix dans le pays, il faudrait que les postes électifs soient effectivement mis à la compétition et que chacun puisse... Les gens ne visent pas que là-haut, même en bas, les chefs de quartier, il y en a qui veulent. Il faudrait qu'on arrive à ce stade. Monsieur le ministre, il y a aussi que la même constitution dit que le président de la République est garant de la cohésion nationale et que le Premier ministre est garant du dialogue social. Alors par rapport à cette question, et pour décrisper la situation, quel appel vous pouvez, n'est-ce pas, faire à l'opinion et à tout le monde pour que ce pays puisse justement retrouver sa quiétude? Je voudrais vraiment lancer un appel à tous les Guinéens, et particulièrement les acteurs politiques, à plus de responsabilité, à plus de lucidité, de sérénité, de construire une nation forte. Et nous ne pouvons pas avoir une nation forte sans l'unité. On ne peut pas faire la Guinée avec une partie de la Guinée. Nous devons comprendre que nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est dans les moments difficiles que les peuples écrivent les plus belles pages de leur histoire. Et il n'est secret pour personne aujourd'hui que nous sommes en train de traverser une des périodes les plus difficiles de notre histoire. Nous devons chacun, à ce qui nous concerne, d'écrire sur la bonne page de notre histoire. Parce que quoi qu'il arrive, un jour viendra, nous ne serons pas là, eux-mêmes ils ne seront pas là. Mais il faudrait que 10 ans, 20 ans après, que nous soyons fiers de ce que nous avons posé comme acte. Parce que souvent on parle du bilan. Bilan du président de la République, bilan du gouvernement. Mais il y a aussi le bilan de l'opposition aussi. Je voudrais que tous ces bilans soient positifs. Nous voulons une opposition forte, mon grand frère. Soyez rassurés, nous voulons être plus forts. Pour que nous soyons plus forts, il faut qu'il y ait une opposition forte. Parce que Corneille disait qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, votre apport, si c'est dans le cadre qui respecte la légalité et l'institution du pays, les institutions du pays, votre apport est tellement important que nous avons besoin de travailler avec vous. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie. Dialogue encore, dialogue et toujours le dialogue. En tout cas, c'est l'idée forte qui s'est dégagée de cette rencontre entre les acteurs politiques de notre pays. Mesdames et messieurs, vous comprendrez justement que toutes les parties sont favorables à la relance du processus dans le respect des principes républicains. C'est c'est le leitmotiv justement du fonctionnement de toute démocratie. Vous l'avez entendu ici avec M. Aliou Condé, ancien ministre des Transports, actuel député à l'Assemblée nationale et député au Parlement africain et secrétaire général de l'UFD, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et avec lui dans cette émission, le ministre Makanera, que vous connaissez également. Il est membre du bureau politique national du RPG, en même temps ministre de la Communication. Avec ces deux personnalités, amis téléspectateurs, nous avons cerné les contours de cette crise justement qui mine notre pays avec l'espoir du dialogue, avec la main tendue par le président de la République au niveau des acteurs politiques pour que vive une Guinée unie et prospère. Amis téléspectateurs, cette émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.